Euh, donc le principe de ces bibliographies, c'est d'être ouvert. Tous les gens qui participent peuvent présenter. Et il ne faut pas hésiter à nous contacter, les organisateurs, François Xavier, moi-même ou Myriam Morcel pour participer à ça. Et l'objectif, c'est de partager l'immunologie au-delà des frontières des spécialités médicales ou autres chercheurs. Voilà, l'objectif, c'est de réfléchir ensemble et d'avoir comme langue commune de l'immunologie et de voir ce que ça pourrait amener au domaine de tout un chacun. Donc, merci beaucoup pour ta participation, Adrien, et je te laisse la parole. Ok, super. Donc, comme je vous disais, merci à vous de m'avoir invité pour présenter ce très beau papier qui a été publié cette année dans Nature. Donc, pour vous expliquer un peu le plan, donc je vais introduire initialement quelques concepts sur les vaccins et notamment les vaccins en cancérologie. Puis je vais voilà, vous présenter le papier qui est une étude de phase 1 de vaccins à peptidiques en adjuvant dans le rein. Une étude académique avec support industriel qui a été faite à Boston, au Dana-Farber. Ensuite, je vais vous expliquer un peu les process de tout ce qui est comment est-ce que ce vaccin a été designé et puis expliquer un peu tous les données trans là qui ont été présentées dans le papier et ensuite discuter des limites et du futur et des perspectives des cancers, des vaccins en cancérologie. Donc déjà, petit point sur ce que sont les vaccins en oncologie. Donc les vaccins, ben, vous savez ce que c'est, hein, ça stimule le système immunitaire des patients pour reconnaître de façon plus précise et plus spécifique des antigènes associés à la tumeur, voire spécifiques de la tumeur. Ça, je reviendrai sur ce point et d'induire une réponse donc ciblée et durable. Il y a 2 types de vaccins, principaux, donc bien sûr les vaccins prophylactiques, type, vaccin contre HPV qui protège, du cancer du col de l'utérus et donc là, notamment en Australie, ils ont quasiment éradiqué le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination prophylactique et une fois que le cancer est apparu, il y a aussi des vaccins thérapeutiques, donc là qui sont du domaine de la recherche clinique pour l'instant. Et qui, permettrait d'induire une réponse durable et notamment une réponse, avec les lymphocytes T. Donc les différents types de vaccins thérapeutiques, à partir de maintenant, je vais me concentrer sur les vaccins thérapeutiques. Donc il y a les vaccins basés sur des cellules et notamment les cellules dendritiques. En Europe, et en France, on n'y a pas accès, mais aux États-Unis, ils ont le Sipuleucel-T, qui est un vaccin basé sur les cellules dendritiques dans le cancer de la prostate, pardon, qui a la FDA approval, au stade métastatique, qui coûte très cher, du coup, à produire puisque c'est des cellules dendritiques, heu, personnalisées, pour les patients. Il y a aussi bien sûr les vaccins à ARN ou les vaccins même basés sur des acides nucléiques, donc à ARN ou à ADN. On va en revenir dessus. Les vaccins basés sur les protéines ou des peptides. Donc c'est le cas de l'article que je présente aujourd'hui. Et des vaccins basés sur des vecteurs viraux, voire parfois on, on dit il y a les virus oncolytiques qui peuvent faire office de vaccins. Voilà. Donc c'est les 4 principaux, types de vaccins thérapeutiques. Donc comment ça fonctionne? Notamment, pour les vaccins, peptidiques, donc il va y avoir une injection, du peptide au niveau, soit sous-cutané, soit intradermique, on reviendra dessus, il y a différentes routes, possibles. Le peptide va être, pris en charge, enfin, par une cellule présentatrice d'antigènes, notamment les cellules dendritiques. Ouais. Puis va ensuite être, donc migré au niveau du lymphocyte et activer et primer les lymphocytes T. Alors, les cellules donc les peptides, les longs peptides, l'avantage c'est qu'ils peuvent activer à la fois les lymphocytes TCD4 et les lymphocytes TCD8 puisque en fait les lymphocytes TCD4 vont être activés via le
SMH de type 2, hein, directement via les cellules présentatrices d'antigènes, mais également, via la cross-présentation, la présentation, croisée. Les, cellules présentatrices d'antigènes vont pouvoir également activer les lymphocytes T CD8. Et ensuite, ça va induire donc une expansion de ces, clones de lymphocytes T qui vont infiltrer la tumeur et qui vont exercer, voilà, leur, effet cytotoxique au niveau des cellules tumorales et les détruire. Ce qui va engendrer encore plus, un relargage d'antigènes et donc un epitope spreading. Voilà. Tout le principe de enfin le dogme et le paradigme, des vaccins thérapeutiques, c'est vraiment l'expansion des lymphocytes T et notamment les lymphocytes TCD8 qui vont être cytotoxiques. Mais il y a peut-être, dans certains types de vaccins aussi une activation des lymphocytes B et qui vont participer à la destruction, au contrôle, tumoral via, l'ADCC par exemple. Mais c'est plutôt une voie activée dans les vaccin à ARNM, on perce en grande partie cette voie d'activation avec les peptides puisqu'il y a une perte de, conformation 3D. Il y a pas mal de challenges, dans le design et la production des vaccins et l'un des plus grands challenges, c'est notamment l'identification de l'antigène adéquat, plus spécifique et sa sélection. Mais pas que, bien sûr. Il y a aussi, je vous en ai parlé un peu, la route d'administration du vaccin sous-cutané, intramusculaire, intradermal, l'utilisation ou pas d'adjuvants. Donc les virus à ARN, ils ont l'avantage d'être, leur propre adjuvant, hein, parce qu'ils vont activer Toll-like récepteurs 7 et 9 notamment, via, voilà, qui sont activés via, la détection d'ARN, directement, donc ça, c'est l'avantage. Les vaccins à peptides, malheureusement, ils vont moins activer l'immunité innée et donc il faut souvent les combiner avec des adjuvants, ce qui est le cas dans l'article, que je vous présente aujourd'hui. Il y a également, un challenge au niveau de la synthèse, des peptides de l'ARN et aussi de la stabilité de ces molécules puisque l'ARN est très peu stable et donc voilà, il y a tout un défi par rapport à ça et notamment quand il y a des productions en grande quantité et bien sûr des productions qui doivent respecter heu, les qualités, enfin les standards au niveau, des bonnes qualités, des, pharmaceutiques. Donc le défi principal, un des défis principaux, c'est la sélection des antigènes. Donc comme je vous ai dit, il y a 2 grandes catégories d'antigènes, dans le domaine de l'oncologie. Il y a les antigènes associés aux tumeurs, donc qui sont des antigènes qui sont surexprimés, au niveau tumoral, mais qui ne sont pas spécifiques de la tumeur, qui ont l'avantage d'être, communs à différentes tumeurs et donc plus simples à targeter, mais qui ont, le désavantage d'être, peu spécifiques et donc plus sujets à la tolérance centrale et plus sujets également, si jamais on les target, à des effets secondaires type, auto-immunité. Voilà, mais plus simple à fabriquer et à targeter, tandis que les antigènes spécifiques de la tumeur, les TSA et notamment les néoantigènes sont, comme leur nom l'indique, beaucoup plus spécifiques, sont beaucoup moins soumis à la tolérance centrale et donneraient donc une si on les target, une efficacité avec une, toxicité moindre. Donc le but, c'est vraiment de cibler ces néoantigènes qui sont en fait, des nouveaux peptides créés à partir des mutations, spécifiques de la tumeur, qui sont pas présents dans les tissus normaux, qui sont en général spécifiques de la tumeur chez un individu précis et qui sont, très voilà, qui vont pouvoir, activer le système immunitaire via la reconnaissance par les lymphocytes T. Donc, ouais, c'est ce que je vous, aurais dit. Donc en targetant, en ciblant ces néoantigènes, les vaccins thérapeutiques peuvent être très spécifiques de la réponse, lymphocyte T en surmontant la tolérance centrale,
et donc on augmenterait la spécificité en diminuant la toxicité. Et donc, quand on fait ça, donc les types de vaccins qui ciblent spécifiquement les néo-antigènes, on les appelle les vaccins personnalisés. Et donc, ce qui implique des défis encore supplémentaires aux défis déjà précédemment cités, puisqu'il faut les sélectionner ces néo-antigènes et pouvoir produire un vaccin qui est encore plus spécifique. Où on en est du développement des vaccins personnalisés en oncologie, donc qui ciblent les néo-antigènes, eh ben, il y a plusieurs études qui ont déjà été mises en place, notamment des études dans le mélanome, dans le cancer du pancréas et des études pan-tumeur. Donc, dans le mélanome, il y a eu plusieurs types d'études, mais notamment dans la même équipe que le papier d'aujourd'hui, euh, vaccin peptidique, qui a montré des résultats intéressants avec notamment euh, une absence de récidive chez 4 des 6 patients traités. Et dans les 2 patients qui avaient présenté une récidive, une fois qu'on mettait des anti-PD1, ils étaient en réponse complète et prolongée, donc vraiment des résultats intéressants. Dans le cancer du pancréas, en adjuvant, le vaccin ARNM associé au FOLFIRINOX montrait vraiment des très belles réponses prolongées avec une survie sans récidive intéressante, sachant que le cancer du pancréas en adjuvant, on est vraiment très mauvais avec la chimiothérapie seule. Et Yes. dans le cancer, voilà, dans différents types de cancers, avec un vaccin à ARN, une étude publiée dans Nature Medicine l'année dernière qui montrait des résultats intéressants. Dans le mélanome, il y a aussi donc cette étude, une étude de phase 2 avec un vaccin à ARN qui a montré vraiment des résultats très intéressants. Donc, en adjuvant dans les mélanomes à haut risque, cette étude randomisée entre le vaccin ARN spécifique de la tumeur du patient et spécifique de son statut HLA, plus le pembrolizumab versus le pembrolizumab seul, eh ben, on a une diminution de la récidive de plus de la moitié, enfin de quasiment la moitié avec un hazard ratio donc à 0,56. Donc voilà, donc vraiment des résultats très intéressants, ce qui fait que suite à ça, maintenant, il y a une étude de phase 3 qui est en cours, qu'on a à Gustave Roussy et pour lesquelles là, ça fait 1 an qu'on a inclus des patients, on n'a pas encore les résultats. Mais voilà, vraiment une stratégie prometteuse dans les mélanomes. Dans le cancer du rein, petit rappel pour les personnes qui connaissent pas très bien le cancer du rein. Donc le cancer du rein, c'est à cellules claires, c'est le carcinome rénal à cellules claires, c'est le carcinome plus fréquent euh, au niveau rénal, qui, contrairement au mélanome, a peu de mutations, donc c'est-à-dire une charge mutationnelle faible, avec des mutations drivers très identifiées comme VHL, BRM1, BAP1, mais quand même une très belle réponse à l'immunothérapie. Donc ça pourrait vraiment être un candidat idéal, notamment en adjuvant à un traitement par vaccination thérapeutique, puisque voilà, on sait que l'immunothérapie marche. On sait aussi que la charge tumorale est faible, donc on ne peut pas non plus mettre enfin, targeter vraiment des néo-antigènes précis, ça serait vraiment intéressant comme stratégie. Et c'est pour ça qu'ils ont développé cette stratégie dans le rein. On sait actuellement dans le rein que ben, il y a plusieurs stratégies avec des inhibiteurs de PD1 et CTLA4 qui ont été testés en adjuvant. Et en fait, pour l'instant, il n'y en a qu'une seule qui montre un bénéfice en survie sans récidive, c'est le pembrolizumab, avec des résultats qui sont certes intéressants parce qu'on passe d'une survie à 68% avec le placebo versus 77% avec le pembrolizumab à 25 mois, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup de récidives. Donc, voilà, il y a la place pour, pour améliorer la prise en charge des cancers du rein en adjuvant. Donc voilà, après cette introduction, je vous présente maintenant le papier qui a été publié donc, dans Nature cette année, qui euh, est basé sur l'étude NeoVax, qui est une étude de phase 1, qui s'est intéressée aux patients suivis pour un cancer du rein stade 3 ou 4, opérés.
heu, sans signe, voilà, sans signe de récidive, en post-opératoire et avec en dans le pour lesquels on se posait la question de faire un traitement en adjuvant. Donc il y a eu 9 patients qui ont été traités, 5 patients qui ont été traités avec le vaccin thérapeutique plus donc l'adjuvant qui est un agoniste de TLR3, le poly-ICLC, heu, plus l'ipilimumab en sous-cutané, dans le but d'activer tout le rationnel avec l'ipilimumab là chez eux, c'était d'activer, de mieux primer les lymphocytes T et d'activer l'immunité innée en local sans donner des toxicités, systémiques. Donc il y a 5 patients qui ont eu la combinaison du vaccin plus l'ipilimumab et 4 patients qui ont eu juste le vaccin plus son adjuvant. Le schéma thérapeutique, c'était donc, 5, injections, initialement, puis un rappel à la semaine 12 et un rappel à la semaine 20. Le but était de voir la tolérance en fait et la safety du traitement et ils ont aussi regardé, la survie sans récidive et également, voilà, s'il y avait une activation, immunitaire. Il n'y avait pas de critères d'exclusion, particuliers à part, voilà, ne pas avoir reçu des traitements, par immunothérapie auparavant, mais c'est classique, ouais. En général, il y a pas de stratégie, néoadjuvante, dans le rein qui est validée pour l'instant, donc il y avait pas de problème. Donc ils ont, sélectionné 10 patients, un a été exclu parce que c'était pas le bon à la bonne histo. Il avait un cancer du rein à cellules chromophobes, donc voilà, pas à cellules nucléaires. Et pour les 9 patients qui sont restés, ils ont réussi à produire le vaccin pour les 9 patients et donc les 9 sont allés au bout de l'étude et ont pu être analysés dans l'étude. Les patients, étaient des patients, on va dire, classiques pour un cancer du rein à baseline, donc ils avaient un âge médian de 65 ans, heu, en bon état général, hein, ça reste une étude de phase 1, donc ils étaient, avec un performance status à 0 ou 1. 100 étaient, des cancers du rein à cellules nucléaires et voilà, il y en avait 78 qui étaient à un stade 3, 22 qui étaient à un stade 4, donc c'est-à-dire métastatique mais réséqué, et voilà. Donc, comment ils ont fait pour, fabriquer le vaccin? Eh ben, ils ont pris, la tumeur, ils ont fait ensuite des analyses, de type, whole exome sequencing et RNA-seq et ils ont également fait des analyses au niveau du statut HLA des patients, que je vais vous expliquer ici. Donc, ils prennent la tumeur, ils font du whole exome sequencing sur la tumeur ainsi que sur les PBMC et ils ont fait du RNA-seq sur la tumeur. À partir de ça, ils ont pu identifier des mutations spécifiques de la tumeur. Donc, ils ont fait du mutation calling et ils ont identifié des mutations pour lesquelles ils étaient, ils pensaient qu'ils étaient vraiment, «solides» entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles étaient présentes à la fois sur l'ADN, sur le whole exome sequencing et à la fois sur l'ARN. Ils ont identifié des mutations qui étaient un peu moins solides selon eux, qui étaient présentes seulement au niveau du whole exome sequencing et ils ont éliminé les artefacts qui, heu, pour eux étaient pas, des mutations, spécifiques de la tumeur. Ensuite, une fois qu'ils ont identifié ces mutations, ils les ont converties en séquences peptidiques. Puis, via des algorithmes de type HLATENA et NetMHTPAN, ils ont essayé de prédire, le binding de ces peptides au niveau des HLA de classe 1 et ils ont identifié, pareil, des, différents antigènes potentiels en fonction de leur affinité au CLA de classe 1, donc les strong binders, les weak binders et les, peptides qui étaient prédits, non binders. Une fois qu'ils ont fait ça, il y a une équipe, un board, d'experts multidisciplinaires à la fois en immunologie, en cancer du rein, en génétique, et en, biochimie qui sont concertés et qui ont sélectionné jusqu'à 20
épitopes en fonction de différents critères. Donc la qualité de la mutation, le statut, enfin la prédiction du binding des peptides, le statut des mutations, donc si elles sont driveuses ou passengers, c'est-à-dire driveuses qui sont euh, qui sont responsables de la carcinogénèse de la tumeur, ou plutôt passengers qui sont un peu là à cause de l'instabilité, mais qui sont pas responsables de la carcinogénèse. Donc les drivers qui sont beaucoup plus intéressantes à cibler en théorie, en fonction de l'expression de ces mutations, forte expression, faible expression, en fonction de la clonalité, si toutes les cellules de la tumeur exprimaient cette mutation, ou si seulement une partie des cellules exprimait cette mutation, et en fonction du type de mutation. Donc, on sait que les mutations frameshift, les mutations indel et les mutations qui induisent des nouveaux cadres de lecture sont des mutations qui sont beaucoup plus qui vont donner des néoantigènes qui sont beaucoup plus immunogènes et qui vont être reconnus beaucoup plus par le système immunitaire, et donc qui sont plutôt de meilleure qualité dans le cadre de la fabrication d'un vaccin, heu, d'un vaccin thérapeutique. Donc voilà, donc basé sur tous ces critères, ils ont pu sélectionner jusqu'à 20 épitopes, heu, par, tumeur, et donc finalement, ils ont réussi à identifier de façon médiane 45 mutations de bonne qualité, par patient. Heu, Finalement, ils ont synthétiser en médiane 15 néoantigènes par patient. Au moins un peptide résultait d'une mutation frameshift, donc d'une mutation dite de «bonne qualité» entre guillemets, et chez 7 des 9 patients, il y a eu des néoantigènes qui ont été fabriqués à partir de mutations driveuses du cancer du rein. Donc une fois qu'ils ont synthétisé donc ces néoantigènes, ils les ont distribués dans 4 différents pools qui ont permis ensuite d'être injectés à 4 endroits différents du corps, donc 1 dans chaque bras et 1 dans chaque cuisse. Heu, la moitié par voie sous-cutanée, l'autre moitié par voie intradermique, et puis chez 5 patients sur les 9, il y a eu également des injections sous-cutanées d'ipilimumab à côté de l'injection du vaccin. Donc les résultats. Donc déjà, au niveau de la tolérance, c'est une bonne nouvelle puisque le traitement a été très bien toléré, de façon globale, puisqu'il y a aucun grade 3 ou grade 4, seulement des effets secondaires de grade 1 ou 2, donc plutôt, des effets secondaires, voilà, bien tolérés. Heu, il y a donc ces effets secondaires classiques qu'on retrouve dans les vaccins, donc les réactions au site d'injection chez 100 des patients, que ça soit grade 1 ou grade 2, et après des symptômes de type, grippe, voilà, chez une grande partie des patients. Il y a eu également de la fatigue et certaines perturbations, du bilan hépatique ou, au niveau de la numération, mais qui restaient de grade 1. Donc vraiment une très bonne tolérance du traitement. En termes d'efficacité, et ben, des très beaux résultats puisque, en fait, aucun patient n'est décédé ou n'a fait de récidive du cancer à 48 mois. Il y a un patient qui est décédé, mais d'une cause psychiatrique, a priori d'après ce qu'il racontait, mais aucun décès en lien avec le cancer ou avec une récidive du cancer, et lors du décès, il n'y avait pas de signe de récidive chez ce patient-là. Donc voilà, donc des très beaux résultats chez ces patients. Même si c'est sur 9 patients, voilà, ça va être dans les limites. Ensuite, quand on passe au niveau, donc du translationnel, hop, voici, les résultats donc de l'ELISpot, ex vivo, qui a été réalisé chez les 9 patients. Donc on peut voir que, les, vaccins ont été immunogéniques chez tous les patients. Donc comment est-ce qu'on interprète ces résultats? Eh ben, il y a eu des ELISpot qui ont été
effectués à différents time points, donc à baseline jusqu'à la semaine 24, avec chacun des 4 poules de peptides pour chaque patient, et donc il y a au moins un pool qui a été, considéré comme très immunogène, chez chacun des patients. Heu, chez, la plupart des patients, donc, 7 non, oui, chez la plupart des patients, il y a eu, donc cette immunogénicité était maximale à la semaine 24, et chez la plupart des patients également, chacun des pools, de du vaccin était, immunogène également. Donc plutôt voilà, des bons résultats de ce point de vue-là. Ensuite, quand on va dans le détail de, ben, quelles cellules étaient activées, et ben, on voit, heu, de façon un peu surprenante, mais on va y revenir, qu'il y avait une très, très large activation des lymphocytes T CD4, qui était très majoritaire à 98,7, versus seulement 1,3 d'activation des lymphocytes, T CD8. Quand on va dans le détail et qu'on regarde au niveau des cytokines, on voit qu'ils étaient bon, c'était des cellules plutôt polyfonctionnelles, puisque plus de la moitié sécrétaient au moins 2 cytokines parmi interféron gamma, TNF et interleukine 2. Et puis c'était plutôt des lymphocytes T qui étaient, PD1+ et CD45RO+, donc plutôt des lymphocytes T, mémoire, et qui avaient déjà rencontré un antigène auparavant. Quand on regarde, en détail au niveau des mutations, et ben, finalement, en fait, les antigènes enfin les vaccins qui étaient fabriqués par rapport à une mutation driveuse ont quasiment toutes induit une réponse immunitaire, puisque donc 7 des 8 vaccins, basés sur une, mutation driveuse ont induit une réponse immunitaire. Et plus intéressant, en fait, quand on regarde dans le détail, en fait, il y a également les vaccins basés sur des mutations passenger, donc qui sont des mutations qui ne sont pas du tout impliquées dans la carcinogénèse, et qui, en médecine de précision, nous, quand on fait des thérapies ciblées, on dit: «Bah, non, ça sert à rien de cibler ces mutations parce que c'est vraiment des mutations un peu déchets, et ça sert, pas du tout de les cibler». Bah, là, on voit que les vaccins, on pourrait, contourner ça et utiliser un vaccin, même chez ces mutations driveuses, puisque, quasiment la moitié des vaccins, basés sur ces mutations passenger, induisaient une réponse immunitaire. Donc vraiment, voilà, si c'est ça, à retenir par rapport aux mutations, c'est vraiment, je pense, ce message-là, qu'on pourrait cibler même les mutations, passenger dans le cancer, et donc ça, c'est vraiment, une très bonne nouvelle, et quelque chose un peu, d'innovant et original. Ensuite, quand on regarde dans le détail des protéines, donc ils ont fait une analyse des protéines, plasmatiques, via la technologie Olink, et donc on voit qu'il y a une activation, que le vaccin induit une activation, heu, importante des cytokines, qui vont induire la différenciation des lymphocytes, donc les interleukine 12, interleukine 18. Il y a aussi les marqueurs de l'activation des lymphocytes T est aussi, plus importante après le vaccin qu'avant le vaccin, donc les CD27, CD28 et CD70, et il y a également une sécrétion plus importante de granzyme A, hem, après vaccination qu'avant la vaccination. Ensuite, ils ont voulu regarder au niveau, de la peau, en fait, s'il y avait, une différence, heu, avant et après le vaccin au niveau des cellules myéloïdes et lymphoïdes, et oui, là, vous pouvez voir donc, heu, les résultats des biopsies avant la première injection de vaccin et après la 5e injection de vaccin. Ils ont fait donc du single cell RNA-seq, et donc vous voyez qu'il y a une, heu, nette,
augmentation, de la prolifération enfin de la présence de lymphocytes, enfin de cellules myéloïdes, que de cellules lymphoïdes après le vaccin versus avant le vaccin. Quand on rentre dans le détail, on voit qu'en fait, il y a une diminution, de la proportion en cellules présentatrices d'antigènes, donc au niveau de la peau. Donc on n'a pas la preuve, mais la théorie, c'est que ça serait, ben, une fois qu'elles sont activées, hop, elles partent de la peau, elles vont aller au niveau, du ganglion, pour ensuite primer les lymphocytes T. Par contre, il y a une augmentation, donc de la quantité de lymphocytes T. Quand on regarde les résultats donc de TCR sec, on voit qu'il y a une augmentation en nombre de clonotypes de lymphocytes T. Mais il n'y a pas une augmentation de la diversité. Donc c'est vraiment une augmentation. En fait, il y a une augmentation des lymphocytes T, mais il n'y a pas une plus grande diversité des clonotypes, après la vaccination. Quand on regarde au niveau des cellules NK, il y a une augmentation également, des cellules NK au niveau de la peau, après la vaccination. Quand on regarde, également donc, les profils d'expression, des, gènes de la cytotoxicité, on voit qu'il y a une augmentation là en RNA-seq, en single cell RNA-seq, de l'expression, des gènes donc pour granzyme, interféron gamma et perforine, que ça soit au niveau des lymphocytes T, CD8 ou des cellules NK notamment. Ensuite, ils ont voulu regarder, voilà, si la vaccination induisait une réponse immunitaire durable et donc pour ça, ils ont fait, une analyse un peu complexe, donc je vais vous expliquer là. Donc fait ils ont regardé au niveau, de différents échantillons, sanguins faits à différents time points. Ils ont regardé au niveau de la tumeur et ils ont regardé au niveau, de la peau via un test d'hypersensibilité retardée. Donc au niveau de la tumeur, déjà peut-être on va commencer par là, ils ont fait du single cell RNA-seq pour regarder un peu, les cellules et lymphocytes qui exprimaient cer qui avaient certaines, profils d'expression connus par eux, donc des profils d'expression plutôt orientés vers une spécificité virale, les profils d'expression orientés vers une spécificité tumorale et comme ça, ils ont pu distinguer les lymphocytes T plutôt, voilà, avec une spécificité virale et avec une spécificité tumorale au niveau de la tumeur. Une fois qu'ils avaient identifié ces lymphocytes T via RNA-seq, ils ont ensuite fait du TCR-seq pour savoir à quel clonotype rep rep correspondaient ces lymphocytes T, plutôt orientés vers, une réponse virale ou plutôt, spécifique de la rép de la tumeur. Ça leur a permis donc déjà d'éliminer ceux d'identifier ce type de lymphocyte T. Ensuite, ils ont voulu savoir quels étaient les lymphocytes T qui étaient spécifiques du vaccin. Donc pour ça, ils ont regardé en fait au niveau, des différents, échantillons sanguins, au niveau des différents, PBMC, via, TCR, sec, du bulk TCR sec. Ils ont regardé quels étaient les clonotypes qui étaient quasiment pas présents avant la vaccination et qui étaient présents après la vaccination et qui avaient une augmentation au moins de fois 10, par rapport à après la vaccination. Donc ils ont pu identifier des clonotypes comme ça spécifiques du vaccin, mais pour être encore plus spécifiques, ils sont allés regarder au niveau du test d'hypersensibilité retardée au niveau de la peau. Ils ont fait donc du single cell TCR-seq et ils ont identifié seulement les ils ont croisé avec les données du bulk TCR-seq au niveau sanguin et ils ont pu sélectionner seulement les clonotypes qui étaient présents au niveau de la peau comme spécifiques de la réaction au vaccin et donc comme ça, grâce à ces techniques-là, ils ont pu identifier de façon précise les clonotypes qui étaient à la fois multipliés par 10 et présents au niveau de la peau
et donc qui étaient des, clonotypes spécifiques au vaccin et donc grâce à ça, ils ont pu identifier 3 populations différentes. Les lymphocytes T spécifiques à limiter enfin, qui vont targeter les virus, les lymphocytes T spécifiques de la tumeur et les lymphocytes T spécifiques au vaccin et grâce au bug CCR-SEC avec différents time points, ils ont pu suivre au niveau du sang l'évolution de ces clonotypes et donc là, on peut voir nettement que les clonotypes liés, à la tumeur et les clonotypes liés au virus, ben, ils sont stables dans le temps et que les clonotypes liés au vaccin, il y a une expansion très nette, lors des premières semaines et ensuite, ces clonotypes restent présents dans le sang et restent durablement dans le sang, plusieurs mois, plusieurs années après, le dernier rappel qui a lieu à la semaine 20. Donc une réponse immunitaire durable, au niveau, de ces vaccins. Une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont dit: «Bon OK, on voit que les peptides activent, les lymphocytes T, mais qu'en est-il de la tumeur en elle-même, des cellules tumorales en elles-mêmes?» Et donc ils ont, fait des ELISpot, des interférons gamma en utilisant des cellules autologues, hem à plusieurs semaines après, l'intervention chirurgicale, donc à week 6 du début du traitement et ils voient qu'il y a chez 7 des 9 patients, il y a une, réactivation antitumorale, heu, grâce à quand les lymphocytes T sont en contact avec les cellules, tumorales autologues des patients. Donc une réactivation, à distance, et donc peut-être une reconnaissance des éventuelles cellules tumorales qui reviendraient par les lymphocytes T, à distance de la vaccination et de l'intervention chirurgicale. Donc voilà des résultats, translationnels. Donc, pour rediscuter, pour resynthétiser, donc en termes d'efficacité, très belle efficacité puisque aucun des 9 patients ont eu une récidive du cancer du rein, heu, sous vaccin thérapeutique, avec un follow-up médian de 40 mois après la chirurgie, 37 mois après la première injection de vaccin, donc vraiment, des très bons résultats. Là, je vous ai mis bien sûr, il ne faut pas faire ça, mais mais je vous ai mis la comparaison avec, l'essai notamment Keynote, 564 avec le pembrolizumab ou l'atezolizumab InMotion 010 et vous pouvez voir que les courbes, sont, moins intéressantes. Après, c'était sur, des, une population beaucoup, beaucoup plus large, donc bien sûr, on ne peut pas du tout comparer, mais en tout cas, le vaccin serait un traitement intéressant en termes d'efficacité. En termes de tolérance, donc très bonne tolérance, il y a eu, que des grades 1 ou 2, principalement des réactions aussi d'injection, donc vraiment, très, très bonne tolérance, aucune DLT. En termes de faisabilité, s'il y a un point principal à retenir, en fait, finalement, de cette étude, c'est la faisabilité et en fait, malgré tous les challenges et malgré toutes les difficultés de réaliser un vaccin thérapeutique personnalisé dans les temps, heu et ben, ça a pu être fait et donc et non seulement ça a pu être fait, mais en plus, ils ont, pu ils ont pu réaliser un vaccin pour chacun des patients. Ces vaccins étaient, ils ont réussi à faire des vaccins qui ciblaient des mutations driveuses chez la plupart des patients et qui étaient très, immunogéniques chez la plupart des patients, qui induisaient une réponse, aux lymphocytes T avec des lymphocytes T mémoire polyfonctionnels et cette réponse avait l'air d'être durable puisque plusieurs semaines à plusieurs années après, le début des injections des vaccins, il y avait toujours, ces clonotypes qui étaient présents au niveau, sanguin et la réac et une réponse qui pouvait être réactivée, quand on mettait, des cellules tumorales autologues, en contact avec ces lymphocytes T. Donc vraiment, voilà, des résultats vraiment très intéressants même au niveau, de la faisabilité et au niveau, translationnel.
Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, c'est une bonne question, donc en fait, heu, on a pu donc on voit que les traitements par vaccin en adjuvant, ça peut être vraiment une stratégie très intéressante. Mais le micro-environnement tumoral est très immunosuppresseur dans le rein et donc peut-être que c'est pas suffisant et peut-être qu'il faut combiner ces vaccins thérapeutiques à d'autres traitements et notamment d'autres immunothérapies. Donc là, l'hypothèse, qui a été faite dans cette étude, c'était de combiner ce vaccin à l'ipilimumab sous-cutané pour augmenter, heu, le priming des lymphocytes T et pourquoi sous-cutané? Ben, pour éviter la toxicité systémique. Mais je vous ai pas parlé de ça, dans le détail, mais en fait, il se voyait aucun changement, aucune différence significative, que ça soit dans le phénotype ou que ça soit dans l'ampleur de la réponse, hem, immunitaire avec ou sans ipilimumab. Ils voyaient seulement une légère augmentation, des, cellules présentatrices d'antigènes au niveau du site d'injection, mais voilà, pas de façon significative. Donc la question c'est: est-ce que l'ipilimumab sous-cutané a un intérêt? Peut-être qu'en fait, bah, là, c'était des doses vraiment, extrêmement faibles, hein. 2,5 milligrammes, c'est très, très faible par rapport aux doses classiques, dans le cancer du rein ou dans le mélanome, hein. On est plutôt, quand on fait en IV dans le mélanome, on est à 3 milligrammes par kilo. Donc là, vous voyez 2,5 milligrammes, c'est vraiment des doses très faibles. Donc ça se trouve que en fait, les doses étaient trop faibles ou peut-être que, voilà, il f il y a une réponse qui peut être faite, mais qui peut être peut-être, à distance de l'injection, donc on ne sait pas exactement, mais en tout cas là, dans ce cas de figure-là, 2,5 milligrammes en sous-cutané, c'était pas, il y avait pas de différence majeure. Bien sûr, la combinaison avec des anti-PD-1, donc voilà, maintenant qu'on a le vaccin, on se demande est-ce qu'il faudrait pas, faire une combinaison avec des immunothérapies plus classiques comme des anti-PD-1? Donc dans le d'autant plus que les anti-PD-1 dans le cancer du rein sont, très utilisés en IV, que ça soit en adjuvant ou au stade métastatique. Mais si on utilise les anti-PD-1, en fait, la question, ça va être la question de la séquence. Est-ce qu'il faut les faire en même temps? Est-ce qu'il faut les faire avant, après? Heu, Quel est le but? Est-ce que ça pourrait permettre de mieux primer les lymphocytes? Est-ce que ça peut permettre de, heu induire une réponse, immunitaire plus longue? Est-ce que ça permet d'activer encore plus, le système immunitaire? Donc voilà, c'est une question. Mais quelle est la séquence? Quel est le timing, avec ces anti-PD-1? Sachant que dans le mélanome, les vaccins thérapeutiques sont systématiquement en association avec les anti-PD-1. Donc voilà, ça peut être, une combinaison intéressante. Et ensuite, donc la question également de cette étude, c'est les lymphocytes CD4 puisque, comme vous avez vu, il y avait une très, très, heu, nette enfin l'activation des lymphocytes était très majoritairement, heu, prédominante au niveau des CD4 qu'au niveau des CD8. Pourquoi? Et ben, peut-être que, heu, comme je vous avais dit, donc en fait les peptides sont, présentés au niveau des CMH de type 2 préférentiellement, au niveau des cellules présentatrices d'antigènes et peut-être qu'il y avait pas assez de présentation croisée, et donc il y avait peut-être les lymphocytes TCD8 n'étaient pas assez activés, donc peut-être qu'il faut améliorer, cette présentation croisée. Peut-être qu'il faut trouver, heu, des façons d'activer, plus préférentiellement, voilà, cette présentation croisée. Mais peut-être aussi que, en fait, les lymphocytes T CD4 jouent un rôle déterminant et plus important qu'on le pensait dans la réponse antitumorale puisque, elles ont en fait, finalement, les lymphocytes T CD4 peuvent activer les lymphocytes T CD8, via les cellules dendritiques. Ils induisent une migration une différenciation des lymphocytes T CD8 également. Ils peuvent
également avoir une activité cytotoxique directe. Et donc peut-être que finalement, ces lymphocytes CD4 seraient également très intéressants à activer dans la réponse antitumorale, ils peuvent sécréter grandine et perforine dans certains cas, et également bien sûr sécréter les cytokines classiques des lymphocytes T. Donc les challenges, qui restent pour avoir une activation plus importante des CD8, c'est voilà, activer la présentation plus de façon différente, donc en utilisant peut-être en jouant sur les peptides, parce que on sait que les longs peptides sont, vont induire une meilleure, cross-présentation. Donc peut-être, voilà, jouer sur la longueur des peptides, jouer sur, l'activation du système immunitaire inné et notamment, voir en termes d'adjuvants, si on peut pas, adapter les stratégies adjuvantes pour mieux activer, les cellules présentatrices d'antigènes et donc mieux activer les lymphocytes TCD8. Donc en conclusion, les résultats sont vraiment très encourageants. Et il y a besoin d'essais de phase 2 et phase 3. Et bien sûr, voilà, qu'en est-il des combinaisons? Qu'en est-il de stratégies d'optimisation, des traitements adjuvants? Faut-il activer mieux les lymphocytes TCD8? Donc et si c'est le cas, comment le faire? Et qu'en est-il de l'immunité, humorale? Bien sûr, on n'en a pas parlé, mais peut-être que ça serait également intéressant d'activer, lymphocytes B et hem et voilà, plutôt que juste les lymphocytes, mais ça, on n'a pas la réponse avec, cette étude. Voilà, merci Ouais, pour, votre attention. merci beaucoup, Adrien, pour cette ouais, super présentation avec ces résultats effectivement très encourageants. Euh, je sais pas si moi j'ai des petites questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? François-Xavier, est-ce que tu veux commencer? Merci Adrien. Effectivement, est-ce qu'il y a des questions parmi les N'hésitez participants? pas à lever la main si vous avez des questions. Dans ce cas-là, je veux bien prendre la main pour commencer. Vas-y, Euh, Fix. euh, Effectivement, comme tu l'as souligné, c'est très compliqué à, à développer et à identifier, on va dire, une liste de mutations qui pourraient être ciblées, etc. Donc, il y a un point qui me surprend toujours, et en fait, je sais pas trop, j'ai pas trouvé la réponse, mais peut-être que, enfin, je sais pas si, en fait, je suis quand même, enfin, comment dire ça? Ici, l'objectif de la vaccination, c'est d'essayer de trouver chez des patients qui ont un cancer, ici, c'est des situations de cancer plutôt localisées, Mmh. en tout cas réséquées en adjuvant, euh, pour lequel on imagine qu'il n'y a pas de réponse immune. C'est un peu le postulat de départ, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de réponse immune développer. Bah, Enfin, j'en sais rien. Tu vois, je te vois. En tout cas, je vais essayer de développer là où je suis un peu coincé dans ma réflexion. C'est part du principe, en tout cas, qu'il y a peut-être une réponse immune, mais qui est pas suffisante. voilà, qui est pas suffisant, ouais. On va dire ça comme ça. Et du coup, on va développer des vaccins pour aller, du coup, avoir un effet plutôt stimulant pour développer une réponse qui serait, enfin, améliorée par l'intervention thérapeutique qui serait le vaccin. Du coup, ma question, c'est pourquoi, et ça se trouve, pourquoi l'anti-PD1? Parce que c'est ça la révolution en oncologie, en immuno-oncologie, c'est au plutôt que chercher à stimuler avec des vaccins, avec d'autres médicaments, le fait d'aller désinhiber une réponse immune qui préexiste. Euh, donc, finalement, est-ce que c'est pas finalement l'anti-PD1 et la réponse, c'est-à-dire non, le vaccin c'est trop compliqué, donc l'anti-PD1 suffira. Parce que la réponse immune, elle préexiste, que c'est néo-antigénique, donc ça va stimuler une réponse immune. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me tracasse toujours un peu. Et pour illustrer ça, c'est par exemple la diapo sur les hélispots que tu as, je trouve qu'elle est bien. Et en fait, elle m'intéresse toujours un peu parce que je ne sais pas trop comment l'interpréter. Parce que tu vois, le baseline, je sais jamais, enfin, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de positivité à l'hélispot ou si c'est parce qu'il sert de référence et que les points d'après sont des rapports par rapport au baseline. Mais en tout cas, voilà, il y a deux questions. Il y a le côté, oui, on cherche à améliorer une réponse immune qui peut-être existe sur un néo-antigène. Et la deuxième question, c'est cette interprétation de la figure-là. Ouais, alors, donc
Très bonne question. Non, donc oui, par rapport aux ELISpot, je peux t'éclairer un petit peu. Donc en fait, en gros, oui, à baseline, ils disent pas exactement s'il y a une activation ou pas à baseline, mais en tout cas, ça sert de référence. Et pour qu'il y ait une activité, pour que l'antigène ou le pool soit considéré comme immunogénique, il faut qu'il y ait une augmentation de au moins 3 fois par rapport au baseline de l'immunogénicité, ou au moins plus de 55 spot forming units, voilà, pour 106 ppmc. C'est comme ça qu'ils ont identifié la réponse. Donc, sûrement qu'il y avait peut-être un petit peu d'immunogénicité initialement, mais que en fait, elle est vraiment minime par rapport à avant la vaccination. Après, en fait, quand on regarde également en fait au niveau là, de cette dia, tu vois que en fait au niveau des clonotypes qui étaient présents avant la vaccination, en général, il y en a quand même qui sont présents, mais il y en avait certains quand même qui étaient nettement identifiés comme non présents, non quantifiables par l'équipe. Donc sûrement, il y en a certains qui étaient déjà présents, et il y en a d'autres qui sont vraiment pas du tout présents et qui sont complètement activés par le vaccin. Après, au niveau des anti-PD1 et l'intérêt de la vaccination, pour moi, en fait, il y a aussi toute un effet où on sélectionne de façon plus spécifique des néo-antigènes qui seraient peut-être pas présentés, ou en tout cas détectés de façon optimale par le système immunitaire. Et donc, peut-être que si jamais on met juste des anti-PD1, on lève donc l'inhibition via les anti-PD1, en fait, on va pas non plus entraîner une reconnaissance spécifique de ces néo-antigènes, et peut-être que en fait la le système immunitaire, enfin les APC ne vont pas de façon assez efficace présenter ces néo-antigènes au système immunitaire, et donc le vaccin va permettre de vraiment les guider de façon plus précise et de voilà, créer une réponse plus spécifique qui n'aurait peut-être pas lieu seulement en utilisant des anti-PD1, voilà, parce que vraiment le vaccin va aussi permettre d'avoir une réponse spécifique et aussi adaptée au statut HLA des patients de façon beaucoup plus précise. Donc ça se trouve que voilà, c'est mon interprétation des choses. Après, bien sûr, là, on peut pas juste sur cet essai tirer des conclusions, mais je pense que c'est ça aussi tout le rationnel par rapport au développement des vaccins thérapeutiques. Merci. Merci. On a une question dans le public de. Ouais, je crois qu'il C'était est- pour rebondir un petit peu aussi sur le commentaire concernant l'anti-PD-1. Et justement, la conclusion que vous avez faite est assez intéressante, mais se concentrer sur les ICB alors que sur un grand nombre de cohortes, justement, on n'observe pas d'infiltration immunitaire de CD8 spécifique au sein du micro-environnement tumoral, ça pourrait justement compenser l'inefficacité des ICB. Ça pourrait être justement l'objectif, où là où vous avez insisté sur le fait d'optimiser euh, pembrolizumab ou peu importe l'inhibiteur de checkpoint, mais on est sur du 18% actuellement d'efficacité, et les 82% sont expliqués par beaucoup de facteurs d'échappement immunitaire, mais aussi par le fait que justement on n'a pas de CD8 spécifique au sein du micro-environnement tumoral, donc inhiber des checkpoints alors qu'il n'y a pas de CD8 spécifique ne sert justement à rien. Donc redémarrer l'infiltration et ensuite venir avec un ICB par la suite pourrait être une option d'optimisation, même si le vaccin n'a pas un effet cytotoxique super fort, comme on a pu voir que les CD8 ici n'étaient pas nécessairement extrêmement activés, même si 1,3% c'est déjà pas mal.
juste causer une infiltration compensée par la suite par l'utilisation d'ICB, c'est déjà, ça serait déjà une approche intéressante. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, c'est pour ça aussi que je parlais de séquence. Alors, en effet, peut-être que ça serait peut-être plus intéressant de faire la vaccination et ensuite les inhibiteurs de checkpoint. Voilà, mais ouais, tout à fait. Il y a un grand nombre de cancers qui ne sont pas infiltrés en lymphocytes T, en TILs. Et donc, voilà, juste le faire peut-être de faire cette vaccination thérapeutique pourrait peut-être en effet augmenter cette infiltration en lymphocytes T, ouais, tout à fait. Il y a aussi après, bon, FX, t'as pas eu cette question, tu disais les anti-PD1, etc. La question serait aussi de toutes les stratégies néoadjuvantes, en fait. Quel est l'intérêt de la vaccination par rapport à une stratégie néoadjuvante? Ça aussi, c'est une question. Peut-être que finalement, là, on parle de vaccination en adjuvant en disant, il y a la tumeur, elle est pas, on guide la réponse immunitaire via la vaccination, mais peut-être que de faire des inhibiteurs de checkpoint en néoadjuvant suffirait pour activer le système immunitaire, pour faire de l'épitope spreading et ensuite euh, créer cette mémoire et être peut-être plus spécifique de la réponse qu'avec des inhibiteurs de checkpoint en adjuvant. Et donc là, on ne sait pas si faire des inhibiteurs de checkpoint en néoadjuvant serait plus efficace que faire de la vaccination en adjuvant. Voilà. Ça, c'est une autre question aussi. Alors, moi, j'ai juste un petit commentaire. Est-ce que tu penses pas aussi que le micro-environnement éventuellement tumoral immunosuppresseur dans la tumeur empêche éventuellement tu vois, l'immunogénicité contre ces néo-antigènes et que du coup, de se mettre dans un autre endroit, a priori, sans cet environnement, et en plus en mettant des signaux de danger, puisque finalement c'est ça que tu rajoutes, hein, ta stimulation de TLR3, c'est peut-être pas justement comme ça qu'il faut faire si tu veux t'affranchir de tous les problèmes de micro-environnement et d'absence d'infiltration et de choses comme ça. Ouais, complètement, oui, c'est... Non, mais oui. Une très bonne réflexion. Oui, et sûrement que, en effet, ben, on sait que la tumeur utilise des voies d'échappement exactement, et donc peut-être primer en effet ces lymphocytes T via des voies qui sont complètement indépendantes de la tumeur pourrait être plus efficace que de réactiver en effet ces lymphocytes T au niveau tumoral, sachant que on sait que la tumeur euh, euh, a des voies d'échappement de système immunitaire, notamment via perte de CMH de type 1, via mutation des CMH de type 1. Donc peut-être que juste voilà, aller réactiver euh, les lymphocytes T via le vaccin, ça permettrait en effet de créer une réponse beaucoup plus efficace en fait et s'affranchir de tous ces phénomènes de micro-environnement tumoral immunosuppresseur, etc. Et après, j'ai un dernier petit commentaire sur le temps de manufacturing. Et ça a l'air quand même très complexe, hein, ton affaire. Il faut réunir, enfin, déjà, il faut faire des techniques un peu chères. Réunir un board avec des gens très spécialisés, machin. Est-ce que tu penses qu'en vrai, c'est faisable? Toi, enfin, tu crois à la faisabilité d'un truc comme ça en termes de timing, en termes de coût, en termes d'expertise? Hors essai clinique, tu vois, pour que ça rentre dans de la pratique, est-ce que t'y crois? Toi qui connais un peu le domaine, moi j'y connais rien, mais pour moi, faire un vaccin de la grippe, ça prend tu vois, c'est compliqué, il faut choisir le truc, le machin, ça prend des mois, le produire, le truc. Et là, tu fais de manière un peu miraculeuse les trucs rapidement et ça marche. Alors ouais, donc ça c'est aussi une très bonne question. Ah bah, en fait, donc là, donc ils nous donnent pas le temps. Ils nous disent pas en combien de temps ils ont fait pour manufacturer le vaccin. Mais quand on regarde par rapport au suivi médian des patients, on a l'impression que ça dure à peu près 6 mois il y a à peu près 6 mois entre la chirurgie et le chirurgien. Donc donc en adjuvant, parfois, le temps est compté. Donc là, c'est vrai qu'on ne sait pas non plus le nombre de patients qui ont récidivé avant
l'injection du CRG1. Et forcément, ils ont sélectionné que des patients qui n'ont pas récidivé et disent voilà, tous ces patients n'ont pas récidivé, on a réussi à faire le vaccin, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est difficile de savoir dans ce contexte-là de cancer du rein en adjuvant, hors essai clinique si c'est faisable, avec le board, etc., etc. En tout cas, avec des vaccins peptidiques, vaccins ARN, on en a. Donc là, voilà, je peux te dire la réponse. Et donc, il y a un essai de phase 3 qui est en cours dans le mélanome, comme je disais, en adjuvant. Et donc, en fait, ils arrivent à, basé sur, en post-chirurgie, hein, donc en post-résection du mélanome, envoyer la tumeur, donc c'est Moderna qui fait ça, à Moderna, qui va pouvoir identifier des néoantigènes, et qui va faire un vaccin ARN avec des épitopes spécifiques et adapté au statut HLA du patient, et tout ça en moins de 3 mois. Sachant qu'on commence par des anti-PD1 justement pour pas perdre trop de temps, et ensuite une fois qu'on a commencé les anti-PD1 au bout de, ouais, 3 mois, maximum, maintenant ils sont même plutôt à 2 mois, ils arrivent à produire le vaccin personnalisé. Donc donc voilà, donc je pense que en tout cas avec les vaccins à ARNM, c'est faisable. Les vaccins peptidiques, je sais pas, je pense que c'est peut-être plus long en termes de manufacturing, et cetera. Heu, Après bien sûr, je sais pas comment c'est fait en termes de, Moderna nous donne pas les détails de tout ce qui est, fabrication, du vaccin, et cetera. Mais je pense qu'il y a l'IA qui a pas mal aidé également. Je pense qu'il y a pas mal de process qui sont, accélérés grâce, ouais, à des algorithmes qui permettent d'identifier beaucoup plus précisément, les épitopes, et maintenant ils ont l'expérience avec les vaccins Covid, de fabrication des vaccins à RNM. Donc je pense que voilà, tout le process s'est accéléré, Mm. donc c'est faisable. Ça te paraît faisable. Et j'ai un tout petit truc dernier, si on a une petite minute. Est-ce que il n'y a pas un peu du truc survendu de dire on fait du truc personnalisé? Ils nous disent pas si par hasard, à tout hasard, il n'y avait pas des gars qui avaient à peu près les mêmes antigènes et que finalement on pourrait pas retomber dans un truc où on pourrait faire un peu des trucs pareils pour chaque patient et tu vois, et que ça coûterait quand même beaucoup moins cher et que ce serait beaucoup plus facile à faire. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un peu de ça? Enfin, j'imagine qu'il, tu vois, il doit peut-être quand même y avoir des trucs qui sont un peu, qui se retrouvent chez différents patients, tu vois. Ouais, ouais, t'as raison. Après, c'est vrai que là, c'est quand même. Donc, je pense que peut-être sur les mutations driver, déjà, on sait que ces mutations, enfin, qui sont à peu près les mêmes chez tous les patients, en tout cas, ce qui sont communes à plusieurs cancers, ça c'est sûr, enfin, à plusieurs patients, plusieurs tumeurs dans le cancer du rein. Donc, oui, peut-être que faire des vaccins qui ciblent ces mutations drivers, ça serait quelque chose d'intéressant. Après, il comme, il faut quand même que ça soit adapté au type HLA du patient, donc voilà, ça serait pas non plus un vaccin, universel pour tout le monde et qui marcherait chez tout le monde, mais peut-être en effet un nombre limité, peut-être plusieurs dizaines ou de vaccins, voilà, p qui seraient, déjà préfabriqués et qui seraient disponibles, ouais, pour un nombre important de personnes. Ouais, c'est possible, ouais, tout à fait. Mais voilà, je n'ai pas cette Une réponse. dernière petite Là, question, on est en retard. Il y a Arnaud Maurice, là, qui voulait passer à fixe, tu voulais dire quelque chose? Oui, merci déjà non, pour non, la non, présentation. c'était juste. Pardon. Pardon, oui, j'ai pas vu la Non, main allez-y, levée. allez-y. Pardon, oui. Je voulais rebondir sur finalement le processus de synthèse de ces vaccins. Pour moi, la synthèse d'un peptide, c'est extrêmement rapide, hein. Ça prend, c'est des process qui sont. La difficulté, c'est d'avoir peut-être dans un environnement clinique une possibilité de produire en conditions GMP. Donc ça, peut-être les industriels peuvent le faire, Ah oui, mais alors, ouais. Là, c'est à tout mon sens, produit par les industriels, hein, pardon, ouais, dans l'étude. j'imagine. Ouais. Et j'imagine, pour moi, le bottleneck, il est plutôt au niveau de l'analyse de tous les séquençages RNA-seq, exons, etc., et l'identification vraiment des mutations. C'est plus ça, je pense, le facteur limitant que la synthèse en lui-même, soit de l'ARN aussi, c'est facile, à synthétiser de l'ARN, maintenant, ils ont des machines, on sent une nuit, quoi. Euh, voilà, je voulais juste commenter là-dessus. Et par rapport au fait de sortir de cette médecine individualisée et d'avoir peut-être des poules de peptides contenant des mutations
qu'on retrouverait sur un groupe de patients. C'est une approche que Hans-Georg Ramensey développe à Tübingen en Allemagne. Et justement, il essaie d'avoir une sorte de pipeline, de pré-injecter des poules de peptides lorsqu'ils ont identifié ces mutations chez les patients. Ils vont plus ensuite dans le détail précisément et hop, ils injectent un pool pour aller plus vite. Donc, c'est déjà préfabriqué. Donc, il y a aussi cette approche, oui, d'aller au-delà de la personnalisation du vaccin. Et si je peux me permettre une dernière question? Bien sûr. Oui. Voilà, je me demandais par rapport au choix des antigènes, justement. Tu précisais qu'ils avaient fait une comparaison entre le RNA sec et le séquençage génomique et qu'ils semblaient avoir exclu des mutations qu'on ne retrouvait pas dans les deux molécules, en fait. Et en faisant ça, en fait, finalement, ils excluent tout événement potentiel de splicing alternatif qui est une source aussi de néo-antigènes. Oui, non, tout à fait. Après, oui, c'est vrai. Je sais pas, après, donc là, ils sont pas rentrés dans le détail exactement de comment ils sélectionnaient ces antigènes et comment ils éliminaient, les mutations, qui jugeaient, eux, non spécifiques, en tout cas moins prometteuses. Mais oui, ça pourrait en effet, en éliminant, oui, c'est une bonne remarque. Après, voilà, c'est vrai que, ils voient quand même, les mutations indel qui, pour eux, étaient, les mutations qui étaient les plus intéressantes à cibler. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait cette approche-là. Mais en effet, tout ce qui est, splicing, alternatif, c'est voilà, ça va pas être, ça va être éliminé en faisant ces techniques, ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous. On est ravis toujours de cette discussion, toujours très intense et très intéressante. Merci pour vos participations. Merci Adrien, merci François-Xavier. On a donc deux nouveaux événements qui vont avoir lieu en avril et en juin, parce qu'on ce sera le mois de mai, et puis commence à déjà avoir des gens pour septembre et octobre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. On aura des sessions pour tous les gens qui veulent participer. Fix, si tu veux dire le dernier mot. Non, merci beaucoup. Merci Adrien. Merci Adrien. Bah, À merci à bientôt. vous. Bonne Merci à vous. journée. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.